Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ah, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde. Yo! Café Snake numéro 31 aujourd'hui, bienvenue tout le monde, merci d'écouter. Juste vous rappeler qu'un épisode sur deux est disponible juste sur notre Patreon, donc le lien est dans la description si vous voulez vous abonner puis supporter cette entreprise indépendante qu'est Café Snake. Et Daphné, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Moi aujourd'hui je vais parler d'environnement, mais je vous amène avec moi dans un rabbit hole qui commence avec une publication d'animal cute, un bébé homard, et qui finit avec un système qu'on appelle la compensation carbone. Le scam du baby homard. Genre... Puis toi, de quoi tu vas parler? En l'honneur de Oshaga qui a sorti sa programmation pour leur festival cet été, on va faire une espèce de survol de l'état des festivals, qu'est-ce que les festivals veulent dire, et comment on peut analyser ces programmations pour voir où est le zeitgeist, comme on dit dans le Café Snake. Ok, l'air du temps. Et sans plus tarder, les DigiNews. Tododoum. Vive le Québec! Votez oui! Et Jésus-Christ! Bonsoir. Ça fait une semaine que je suis partie parce que je n'étais pas sûre de revenir. Puis, quand j'ai regardé mon téléphone, j'étais rendue à 40 membres. Fait que je me suis dit, c'est très encourageant. Merci d'être là. Je vais continuer un petit bout. Aujourd'hui, la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du Nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde, les étoiles. So he looks forward to watching the game tonight, and we look forward to the United States beating our soon-to-be 51st state, Canada. No way qu'elle a dit ça! What the fuck? Du rage baiting level 1. Mais c'est fou de savoir que je vis dans un monde que même l'élite rage bait. Même l'élite mondiale fait du rage baiting. Été, comme hiver, vagabond, millionnaire. We also have the head of Pfizer here, so I want to thank him. One of the great people, one of the great businessmen. Thank you, Albert. Thank you. Amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Hey yo Kenji, tu penses quoi d'un troisième référendum? On dit oui au troisième référendum! Moi, je vais commencer avec un item d'actualité que je voulais quand même effleurer. Je l'ai nommé Elon Musk, populer la planète sans faire famille. C'est sûr que j'ai pas le goût de m'étaler tellement sur Musk parce qu'il y a vraiment un déferlement d'informations, puis je pense que le but là-dedans aussi de la part de Musk, de Trump, de l'administration, c'est de noyer un peu les nouvelles, puis tu sais, c'est dans un tsunami de nouvelles, ce qu'on fait, c'est qu'on finalement, on finit par ne parler que de ça. Je trouvais quand même pertinent de parler un peu de son rapport à la natalité. Il met de l'avant, comme plusieurs autres conservateurs dans la Silicon Valley, une idéologie pro-nataliste. Puis ça, j'en avais déjà parlé d'ailleurs à Radio-Canada l'année passée. If it wasn't rewarding instinctively to have kids, we wouldn't have them. Yes. You know, so I think that's important to understand. You will absolutely be happier if you have kids. Absolutely. We've evolved to have that, as all creatures have. Leur credo, c'est de faire des bébés pour sauver le monde, littéralement, parce qu'ils mettent de l'avant comme quoi si on arrête de faire des enfants, ben notre civilisation pourrait disparaître. Mais quand on parle de civilisation, eh bien, on parle souvent des Occidentaux. On parle de l'ethnicité plus que de la civilisation. Exact, donc des Blancs. En fait, ça a quand même certaines parentés avec la théorie de la grand remplacement. Mais ça fait surtout pair avec d'autres idéologies, notamment le singularitarisme. Je voyais ce matin tweeter abondamment
sur la singularité et surtout l'eugénisme qui est sous-jacent à tout ça. Puis ça, j'en ai souvent parlé. L'eugénisme qui est une idéologie qui traverse littéralement le mouvement TESCREAL. TESCREAL qui est une espèce d'acronyme regroupe plusieurs courants de pensée qui sont en vogue dans la Silicon Valley notamment. Lui, il y aurait à ce jour 13 enfants qu'on connaît, il y en a peut-être plus. Mais c'est ça, j'ai l'impression que son idée de populer la planète n'égale pas faire famille, faire communauté, on pourrait dire. Ça n'a pas rapport avec le care. Même des rumeurs là, qui ont été notamment reléguées dans le Rolling Stone, comme quoi, dans les soupers avec des amis, il offrait littéralement son sperme. Donc, c'est une vision, je trouve, qui est très instrumentale de l'enfant. L'enfant devient un moyen pour arriver à une fin, c'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose de déshumanisant dans ce discours-là et on devrait faire très attention. Puis là, justement, cette semaine, on voyait Grimes qui était empêtrée dans des espèces où elle a du moins été empêtrée dans des poursuites judiciaires concernant la garde de ses enfants avec Elon Musk, tenter de rejoindre son ex via Twitter parce qu'il lui répondait pas d'une autre façon. Puis là, elle parlait de medical emergency, donc une urgence médicale qui concernerait un de leurs enfants et Musk qui n'était pas capable de répondre à ça. Pendant que lui était à CPAC en train de dire « I have become meme ». Tellement de choses parallèlement à ça qui se déroulent. On voit, moi je tombe souvent sur des TikTok de sa fille trans Viviane Jenna Wilson, qui a notamment dit dans une entrevue que son père était un père absent et même cruel. Cette semaine, il y a aussi l'influenceuse conservatrice Ashley Sinclair qui a déclaré être la mère du 13e enfant de Musk et qui aurait même entamé des poursuites ou en tout cas une action juridique là, pour obtenir la garde de son enfant et même faire reconnaître aussi la paternité de Musk. On dit dans les détails, puis ça a été relégué notamment la première journaliste à en avoir parlé, c'est Taylor Lawrence dans son infolettre User Mag. Donc elle dit que Musk n'aurait jamais demandé à voir son enfant, il n'aurait jamais communiqué délibérément pour avoir des nouvelles de cet enfant-là, n'aurait jamais demandé de photos de l'enfant et l'aurait rencontré un total de 3 fois. Puis là, on a même eu accès à des captures d'écran de conversations, d'échanges textos entre Ashley Sinclair, cette influenceuse qui aurait eu un enfant avec Elon Musk et Elon Musk, qui dit « Ben, écoute, je peux pas mettre mon nom sur le certificat de naissance parce que je suis un des hommes après Trump qui est le plus en danger sur la planète. On veut littéralement m'assassiner. Donc, si je fais ça, je vais mettre la vie de notre enfant en danger. » Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant, cette façon d'utiliser une prétendue vulnérabilité alors qu'on est littéralement l'homme le plus riche au monde pour ne pas avoir d'obligation légale envers un enfant. Non seulement faire ça, mais en parallèle, parader un de ses enfants dans pas mal beaucoup de meetings politiques, notamment au bureau Oval. On a vu Elon Musk avec le petit X qui se décrottait le nez. Puis qui envoyait chier Trump. Il y a vraiment un double standard. Les hommes réussissent à mettre l'emphase ou mettre en scène leur vulnérabilité alors qu'il est, lui, littéralement l'homme le plus riche au monde en ce moment. Lui, la parentalité, ça a l'air d'être, ça a pas l'air d'être un engagement, ça a pas l'air d'être une expérience qu'on vit pour créer des liens, pour créer une communauté, ni pour donner du care. C'est vraiment une affaire de patrimoine génétique, même un lien qui est conditionnel entre lui et, par exemple, sa fille trans. Les contacts ont été rompus. Selon lui, à ses yeux, son enfant est mort. C'est même pas un lien qui est inviolable. Toujours par rapport à l'affaire de génétique, c'est à noter aussi que Elon Musk, ses enfants, en tout cas du moins la plupart de ses enfants, il les a eus via la procréation assistée. Donc quand même une approche qui permet en fait de sélectionner des gènes particuliers. Par exemple, est-ce que tu veux un gars versus une fille? Puis c'est ça qui est inquiétant parce que ça a quand même une potentialité à verser dans l'eugénisme parce qu'on sélectionne des facettes génétiques de l'embryon. Ben, il y a un film qui est comme vraiment culte dans Silicon Valley, je pense que ça s'appelle Gattaca 1997. C'est un film de futur où est-ce que tout le monde est né par la fécondation in vitro, puis tout le monde est la version optimale de soi, puis c'est comme une espèce de dystopie ou utopie, dépendamment du point de vue, là, mais... Donc c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc le prochain sujet dont je vais vous parler, ça va vraiment aller vite, mais c'est simplement un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps, puis je pense l'élaborer, le creuser. Pour l'instant, j'ai pas tant de pistes, fait que je vous en parle maintenant, comme ça, si vous avez des idées
ou justement des pistes à me suggérer, vous pouvez m'écrire. Ça peut être sur le Patreon en commentaire ou d'une autre façon. Parce que sur mon fil TikTok, je tombe constamment sur des dégustations ASMR de gens qui soit mangent des bonbons de cire remplis de gelée. Donc, évidemment, on mange pas la cire, ça s'avale pas, ça se mastique, puis après ça se crache. Ou ce qu'on appelle des silky gems ou des gems. C'est des espèces de cristaux remplis de gelée, encore une fois, qui sont croustillants, puis qui sont comme enrobés d'une couche de gélatine agar-agar, une gélatine qui aurait comme séché. Je vous jure, là, c'est minimum un vidéo sur 10 de quelqu'un qui mange ces bonbons-là, qui ont un crunch assez satisfaisant. Donc, je vais mettre un extrait. I spent $116 on wax candy. This is Oodles wax candy. They're extremely popular all over TikTok right now. Homemade wax candy cupcake. No. Let's try it. Oh no. Puis je me suis dit que c'est comme si en ce moment, puis depuis un bout en fait, on développait une gastronomie de contenu, parce que c'est une gastronomie qui fleurit en fonction du contenu qu'elle peut potentiellement produire. Puis c'est pas des bonbons qui sont cheap. Là, on voit des gens qui commencent à faire leurs propres bonbons de cire, mais par exemple, la compagnie dont j'entends le plus parler sur TikTok, c'est une compagnie Oodle qui veut vendre par exemple 3 gros bonbons de cire pour plus de 100$ américains. J'ai l'impression que quand on achète ces bonbons-là, on est encore dans l'économie spéculative, on est dans une attitude spéculative parce qu'on se dit, ben oui, je vais payer la pièce pour manger, faire l'expérience de ces bonbons-là, mais ça va me rapporter parce que je vais attirer de l'engagement, je vais m'inscrire dans cette tendance-là, puis c'est comme une façon de miser un peu sur son compte TikTok, sa personnalité. Fait que c'est ça, c'est même pas des bonbons qui ont l'air délicieux en fait. Là. La plupart du temps, quand je vais sur Reddit pour essayer de trouver plus d'infos là-dessus, tout le monde me dit ou tout le monde écrit « ça goûte la marde ». Il y a plein de pistes à explorer. J'ai même l'impression des fois que ça verse dans une espèce de trouble alimentaire caché, là, ces affaires-là. Mais bon, fait que c'est tout. Je voulais juste comme lancer ça dans l'univers. Puis si jamais vous avez des choses à me dire ou si vous voulez rebondir là-dessus, écrivez-moi. Ben cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé qui est quand même étonnant. Puis c'est drôle qu'en 3 épisodes, ça fait 2 fois qu'on parle d'elle, mais Azealia Banks, qui est une chanteuse américaine qui est connue principalement pour une chanson qui s'appelle 212, qui est vraiment bonne. J'adore cette chanson. C'est comme elle fait du house rap ou la musique électronique. Elle était très connue dans la culture queer, surtout dans les années 2010. Mais là, comme elle est sur un déclin là, musicalement, puis elle s'est comme renouvelée en rage baiter ou genre personnalité Twitter qui commente constamment mais pas juste sur Twitter, sur Instagram aussi, commente constamment la pop culture, tracer cette espèce de personnage de connaisseuse fine critique qui a un goût dans les hauts-arts là. Fait que c'est pour ça que les gens écoutent ses takes sur Beyoncé par exemple ou sur peu importe la nouvelle de la pop culture. Mais là elle a décidé qu'elle était souverainiste quand elle a tweeté Québec should really be its own country to be honest. Donc le Québec devrait être un pays ben je vais apporter une nuance là, c'est qu'elle répliquait à un autre tweet. Donc, c'est un quote tweet où il y a des Canadiens, je pense, qui relaient un peu cette idée impérialiste des États-Unis d'annexer le Canada, puis faisaient une espèce d'exercice contraire, puis ils proposaient à certaines provinces canadiennes d'annexer certains États américains. Mm-hmm. Puis elle a comme jump on the trend. C'est ça, c'est une série de tweets, parce que tout ça a commencé comme il y a 1 semaine et demie, où est-ce qu'elle a tweeté que vraiment le Québec était le meilleur endroit au Canada, que c'était le seul endroit qui avait une culture distincte. Puis c'est drôle parce que Daphné puis moi, on en a parlé... on en a même pas parlé sur Twitter. Moi, j'en ai parlé un peu sur Twitter. J'en ai parlé sur Insta. Sur Insta, c'est ça. Puis là, finalement, comme on a donné les deux des quotes à un article du Journal de Montréal, mais genre juste dire, c'est que moi personnellement, je l'ai fait pour le mime, là. Je pensais que si Azealia tombe sur cet article, c'est drôle qu'on ait talk shit sur elle dans l'article. Ça fait le tour dans la sphère souverainiste québécoise. Il y a même Pascal Bérubé, député du Parti québécois, qui a posté ça sur son Instagram. Il y a aucune idée de... C'est drôle, dans l'article du Journal de Montréal, elle fait tout son lore, genre, c'est comme le infamous vidéo de elle qui déterre un chat mort, c'est comme c'est tellement des classiques. Mais elle a quand même habité à Montréal. Il y a eu un moment dans l'histoire, dans le lore de Azealia Banks où elle était enfermée dans le manoir chez Musk, puis elle attendait pendant des jours
de collaborer ou de faire quelque chose avec Grimes sans succès. Puis elle s'est mise à tweeter de façon genre vraiment compulsive. Puis ça, c'est comme dans les annales de l'Internet. Ça a créé une histoire qui a d'ailleurs été mise en scène théâtralement là, ici à Montréal. J'étais allée voir un show, c'était inspiré aussi de Shakespeare, fait que c'était tout écrit comme en vers. Je voulais mettre ça en lien, l'histoire de Azealia Banks, maintenant souverainiste, parce que là, on a Kinji puis on a Azealia Banks. Avec toute la ferveur canadienne / anti-américaine qui s'est développée avec l'affrontement des 4 nations de la NHL, que je trouve intéressant parce que le hockey est vraiment à la croisée des chemins. Il essaie de prendre des parts de marché aux États-Unis, puis cet effort-là de remplacer le match des étoiles par une confrontation des nations a payé, je pense. Quand t'approfondis la réflexion sur pourquoi la Ligue nationale fait ça, c'est que à la base, ils ont créé ce genre de tournoi parce que ils voulaient voler des parts de marché aux Olympiques et essayer de reproduire qu'est-ce qui se passe avec la ferveur nationaliste autour des Jeux Olympiques et aussi autour de la Coupe du monde de soccer, de football. Ils veulent complètement bypass l'IHF, qui est l'équivalent de la FIFA, et créer une entreprise privée qui va mettre en scène des confrontations nationales. Je trouve que c'est quand même ironique. Là. Moi, j'ai aimé le tournoi, là, j'aime ça comme qu'on ait battu les Américains, mais je préfère que ça se fasse dans le cadre de comme des organisations internationales comme la IHF ou la FIFA ou les Olympiques qui organisent des tournois au lieu qu'une compagnie comme la Ligue nationale de hockey organise un tournoi. Tu sais, je comprends, là, ils ont réussi à avoir tous les meilleurs joueurs, mais pendant un bout, l'idée c'était d'enlever les joueurs de la Ligue nationale du tournoi olympique pour pouvoir les faire jouer dans ce tournoi. Mais j'ai aimé que Connor McDavid, tout le long du tournoi, qui est Connor McDavid qui est le meilleur joueur du Canada, ait mis de l'avant que ce tournoi n'était pas un vrai tournoi, que c'était qu'un spectacle, puis que c'était bien le fun, mais qu'il y avait hâte aux Olympiques. Tous les discours qu'il y a autour de ça, je pense que Justin a comme commencé, tu sais, c'est drôle en même temps qu'il ait démissionné, mais son tweet qu'il a fait après qu'on bat les États-Unis, où est-ce qu'il dit vous pouvez pas prendre notre pays, vous pouvez pas prendre notre sport, c'était lame un peu, j'aurais été encore plus salace, mais après le pire tour... T'aurais été salace? Qu'est-ce que t'aurais dit? J'aurais dit, oh fuck les États-Unis. Okay. Mark Carney qui fait le tweet le plus cringe ever après le but de McDavid, qui est comme, il invente un surnom à McDavid qu'il appelle MacD quand personne l'appelle demain. Tu il a juste eu l'air de la personne qui veut faire comme je connais ça le hockey, mais comme il a aucune idée de comme c'est qui Connor McDavid, genre fait que c'est yeah let's go MacD, genre son surnom c'est genre McJesus, c'est pas genre MacD, genre. Mais c'est comme, tu vois, quand les politiciens essayent de comme avoir l'air down with the people, genre, pis là, c'est juste un... Il s'est outé. C'est ça, complètement. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec Azealia Banks, ça montre vraiment, pis c'est ça que j'ai dit dans l'article, puis Daphné trouve ça pas que... Mais lis donc des extraits de qu'est-ce qu'elle a dit sur le Québec. Québec is the only Canada, babe. The rest of that doesn't have a strong enough cultural identity to really mean anything, to be honest. Let Quebec be independent and y'all just become states. You guys have maple syrup on your country flag, and even the maple syrup comes from Quebec. Like, bro, stop trying to make Canada a thing. It's really not a real thing, LMAO. Fait que c'était ça. Moi, qu'est-ce que je veux finir par dire, c'est que ce genre de manifestation va continuer à se reproduire. J'ai hâte qu'Addison retweet pour la libération du Québec. Ben d'ailleurs, il y avait un shout-out au Québec aussi dans le White Lotus, là, la série télévisée sur HBO. Fait que c'est comme Québec Mentioned. Il y a quelque chose dans l'air. Le sentez-vous? Bon, Daphné, ton segment? Oui, alors j'ai appelé mon segment Rabbit Hole Carbone. Okay. Mon segment il est un peu collé à ma consommation médiatique de fin de soirée quand je fume un petit peu de pot, juste pour m'aider à dormir. Donc c'est vraiment très parcimonieux là, comme consommation, mais ça m'arrive quand je fume du pot de tomber dans des rabbit holes où je vais mettre à creuser sans fin un contenu qui est après ma barre vraiment banal. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais retracer un de mes rabbit holes. Tout commence par une publication Instagram d'Animal Cute, comme je disais. En l'occurrence, cette fois, c'était un bébé homard. On voit un bébé homard microscopique qui est relâché dans l'eau par un humain et qui semble décrire de petites culbutes mignonnes. Il y a une petite trame sonore fantaisiste qui joue. C'est un son TikTok qui est assez populaire, puis on va le mettre à l'instant. She was a fairy. She was a fairy. Je suis allée voir une publication du Daily Dot sur YouTube qui font des segments qui s'appellent That One Song from TikTok, puis là qui vont vraiment faire un deep dive pour comprendre l'origine de sons populaires sur l'application TikTok. Puis là on explique un peu la généalogie de She Was a Fairy. Ces deux sons mixés ensemble, dont un extrait du film Disney Maléfique qui est sorti en 2014 et une chanson instrumentale de 2009 créée par Sparky Death Cab. Puis le mix des deux sons est utilisé sur TikTok au début et
était utilisé en fait par des gens qui prétendaient être des fées en se mettant en scène en train de flotter dans l'air. Puis après ça, il a été utilisé pour accompagner des espèces de poupées Frankenstein que les gens faisaient avec toutes sortes d'items recyclés, des Barbie découpées, qui flottaient dans l'air au bout de cordes. Puis ça, c'est ce que la journaliste décrit comme « highly creative ways to showcase their own version of what a fairy looks like, including, of course, modified Barbie fairies. » Un homard, un bébé homard, ça peut aussi être une fée, puis c'est une interprétation qui colle bien à l'espèce de mime parce qu'on sent que sur la vidéo, l'animal a littéralement l'air de flotter dans l'eau parce qu'il décrit des petites culbutes, puis on a vraiment l'impression qu'il est plein de joie de enfin retrouver sa liberté. Parce que puis l'eau est vraiment transparente. C'est ça, il était dans une espèce de petite capsule, puis là vraiment il est remis en liberté. Est-ce qu'il est vraiment heureux de recouvrer sa liberté? Parce que plusieurs personnes dans les commentaires disent que bro's dead. Il est mort. Que si le bébé homard a l'air si féerique, c'est parce qu'en réalité, c'est une carcasse de bébé homard et pas un bébé vivant, dans le fond. C'est pour ça qu'il décrit des culbutes, parce qu'il y a plus de contrôle sur son corps. Je traîne ma carcasse dans les rues de la ville, tel un cadavre à cacher. Donc là, j'ai mis un extrait de Jean Leloup qu'on a aussi mis dans notre Digimix, simplement parce que c'est un clin d'œil au fait que Jean Leloup semble gagner en engagement sur TikTok depuis quelques semaines, puis ça serait parallèle, selon nous, à une montée du nationalisme chez la Gen Z. It is what it is! Ce qui fait que la vidéo pogne, je pense, du petit homard, c'est l'espèce de contradiction entre le fait qu'il a l'air soit mort ou soit enfin libre et capable de savourer sa liberté, ce qui est d'ailleurs pas mutuellement exclusif. Il pourrait être libre et mort. À l'agonie. C'est une publication qui fonctionne bien sur Instagram. Puis j'ai même vu une fille dans les gens que je suis sur Instagram la repartager. Je suis pas la seule à être tombée dessus. La page qui publie cette vidéo-là, c'est forevergreen.earth et elle accompagne la publication d'une légende. Puis là, elle dit des informations un peu scientifiques sur la biologie marine, puis elle nous dit notamment que c'est une des espèces les plus petites de homards qu'on appelle communément, puis là c'est écrit en anglais évidemment, la Pygmy locust lobster. Et le paragraphe final, puis là je l'ai traduit avec DeepL, ça dit « Forever Green s'engage à promouvoir la sensibilisation à la biodiversité marine et à l'importance de la conservation des plus petits habitants de nos océans. Suivez-nous pour en savoir plus sur le monde fascinant de la vie marine et apprendre comment vous pouvez soutenir les efforts de conservation. Cliquez sur le lien dans notre bio pour vous impliquer. Commentez FG pour vous inscrire sur la liste d'attente de notre application. » L'idée d'un animal cute pour faire la promo d'une application, moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, mais tu sais, j'avoue, j'étais un peu buzzée, puis ça m'a donné le goût d'investiguer. Parce que quand j'entends application, j'entends tout de suite tech bro dans ma tête. Quand j'entends tech bro, j'entends capitalisme. Tu sais, j'entends pas biodiversité, invention, ni même science. J'entends littéralement juste gling gling. Je vais juste dire aussi, je pense pas qu'il y a des dessins qui sont explicitement maléfiques derrière tout ça, là, même derrière l'application. Mais je remarque aussi que l'entièreté de la page Forever Green, elle est populée de vidéos d'animaux qui ont été récupérées un peu partout sur le web. Donc c'est pas de la création de contenu original, c'est vraiment des images, des vidéos de nature qui ont été capturées et republiées. Puis il y a même de l'imagerie générée par l'intelligence artificielle. Puis moi, étant donné l'espèce de vernis écologique qui se dégage de la page, j'ai trouvé ça aussi bizarre qu'on utilise de l'IA, parce que l'IA générative, on sait que c'est dommageable pour la planète, que ça utilise beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, plus tard, quand je vais me rendre compte que le petit texte explicatif qui m'explique c'est quoi l'espèce de homard microscopique que je vois, ben c'est juste de la bullshit. Ce n'est que un simulacre de contenu éducatif. Ce qu'on voit, ce n'est pas un Pygmy locust lobster, mais un homard bébé. Sûrement mort. Ordinaire. Average, normie, ok? En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas un Pygmy locust lobster, notamment parce qu'il y avait des pinces avant et que son corps n'était pas aplati. Puis la publication originale du vidéo vient d'un compte TikTok d'un resort britannique qui s'appelle Endra Holidays, qui lui fait affaire avec une organisation marine britannique qui s'appelle The National Lobster
Hatchery. Cette organisation-là relâche des bébés homards dans la nature et l'organisme a l'air relativement légit, là, 31 000 abonnés, puis un site web où on peut adopter des bébés homards. Là, je vais te dire que tantôt, j'ai adopté un bébé homard en ton nom. C'est vrai? Oui. T'as payé? Ouais. Qu'est-ce que c'est, t'as sorti ton portefeuille? Ouais. Fait que là, il est quoi? Qu'est-ce qui arrive avec lui? Ben, on a un code QR pour suivre son évolution, puis je l'ai appelé Petit Chou. Oh my god! Ça pour dire que le contenu des animaux mignons, c'est quelque chose qui circule aisément sur le web, qui génère beaucoup d'engagement et qui peut évidemment être instrumentalisé, ce qui nous semble être le cas avec forevergreen.earth. C'est ça qui m'intéresse, entre autres. J'ai nommé ce phénomène-là le animal baiting, comme le rage baiting. Mais c'est cute baiting. Ouais, ben on a déjà effleuré le sujet dans le Café Snake quand on a parlé, tu sais, des pingouins, tu sais, notre amour des pingouins, puis comment on s'envoyait des vidéos de pingouins, des images de pingouins, puis qu'au final, on tombait toujours sur du contenu de pingouins qui nous amenait vers de la marchandise cheap à l'effigie de pingouins. C'est même le nom d'un tier sur notre Patreon. Ouais, si vous voulez vous abonner à notre Patreon, Pingouin Dropshippé, the place to be, t'sais. J'ai même aussi écrit un article dans la presse que je vais mettre dans les notes de l'épisode qui s'appelle « Pourquoi les animaux mignons triomphent-ils sur le web? » À l'instar de d'autres bébés animaux, le homard participe à ce que plusieurs chercheurs nomment l'économie du mignon, ou l'économie du cute. Puis c'est une économie qui est surtout visuelle, puis qui implique la création, la circulation d'images attendrissantes comme ça au sein d'un marché où l'attention, elle est prisée. Je suis en train de m'auto-quoter, là, mais je vais lire qu'est-ce que j'ai déjà écrit. Le sujet mignon, à cause de ses traits juvéniles, est perçu comme vulnérable et il suscite alors un lien qui est relationnel basé sur le care et l'empathie. Donc quand je t'envoie un homard, c'est comme une façon de faire signe, tu sais, je care pour toi dans le fond. Puis il y a quelque chose aussi à dire par rapport à ça parce que l'imagerie animalière sur le web, elle est aussi un peu considérée comme neutre politiquement. Elle s'érige parfois comme en zone tampon. En s'envoyant des animaux mignons comme ça, c'est comme si on pouvait prendre un break, respirer. Parce qu'il y a aussi son contrebalan, il y a l'économie des animaux dangereux. Fait que quelqu'un comme Joe Rogan qui passe son temps à écouter des vidéos d'ours, c'est comme un mime, parce qu'il trouve que les ours, c'est l'animal le plus dangereux, tu sais. Fait que là, il va tout le temps dire « Est-ce que t'as vu cette vidéo de cet ours-là qui fait ça? De cet ours-là qui fait ça? » Fait qu'il y a comme aussi l'économie du danger animalier qui existe. Ouais, mais c'est ça, j'allais dire, l'écologie en soi, ça le peut vraiment, si on tu sais, nonobstant les lois ou l'encadrement juridique là, des entreprises puis tout ça, c'est un sujet qui peut être adopté et par la droite et par la gauche, surtout quand la nature se résume à des images d'animaux cute. Dans l'épisode où où t'as parlé de l'entrevue de 3 heures de Donald Trump à Joe Rogan, puis dans cette entrevue-là, il dit littéralement qu'il file pour les baleines, puis qu'il a toujours voulu être un psychiatre de baleines. Fait que, il y a ça aussi qui peut être mis en scène, peu importe ton allégeance politique, c'est comme un statu quo, mais c'est aussi quelque chose qui est pas débattu. Genre de citation que j'ai déjà entendu, genre « Tout le monde veut sauver les baleines alors qu'on piétine les corps morts à même nos rues ». Il y a ce mime-là qui était beaucoup autour de la Palestine. Si tu veux vraiment faire réagir, mettons, les liberal women à propos de qu'est-ce qui se passe à Gaza, mais montre-leur leurs vidéos des chiens qui se font maltraiter à Gaza, tu sais, puis là, le monde voit... Ou genre, tu sais, comme des images d'un chien qui vit la souffrance, ça appelle plus les émotions chez certaines gens que des humains. Mais l'écologie, c'est aussi un thème qui a été instrumentalisé par Musk, notamment avec toute son histoire de sauver le monde, là, avec les voitures électriques, mais aussi le natalisme. Donc, c'est pas nécessairement l'idée de sauver le monde ou de protéger la planète ou encore les baleines ou les bébés homards qui est controversée, mais c'est surtout comment on cadre la menace à combattre puis les moyens de lutter contre elle qui va changer dépendamment de tes allégeances. Pour certains chercheurs, là, comme j'explique dans mon article, la circulation d'images mignonnes, ça se présente aussi comme une façon de rendre le web, qui peut être hostile, un espace, un endroit qui est plus habitable. Mais là, revenons à mon rabbit hole. Mes notes là-dessus sont un peu all over the place, mais en fouillant sur forevergreen.earth, je me rends compte que cette page-là, Instagram, qui se dit être une organisation pour la préservation de l'environnement, elle est liée à une entreprise, plus précisément un start-up, ou une jeune pousse en français, qui est gérée par 3 garçons, Jack Pearson, Joe Pearson, donc 2 frères, et
Zach Yardley, littéralement 3 Américains qui ont genre à peu près 21 ans. C'est vraiment 3 jeunes garçons. En gros, je vois un peu cette page-là, cette entreprise-là comme une espèce de projet étudiant qui est pas nécessairement mal intentionné, mais j'étais comme « Ah, c'est intéressant de voir comment ces 3 garçons-là voient l'écologie. » Tu sais, c'est des représentants de la Gen Z, moi j'en fais pas partie. Puis on dit souvent que la Gen Z sont super engagés au niveau environnement, que c'est un de leurs sujets de préoccupation numéro 1. Mais je voyais aussi à travers ce projet-là comme si pour eux l'écologie, c'est pas quelque chose qui s'oppose nécessairement, tu sais, au capitalisme. Si on va sur leur site web, ça dit que la fondation de leur Forever Green, ça repose sur une mission simple, c'est-à-dire rendre l'action climatique facile et accessible à tous. Et qu'est-ce que fait l'app qu'ils veulent nous vendre? Ben, elle permet à des gens, des entreprises, en tout cas des gens, de calculer son empreinte carbone et après ça, ils nous offrent une façon de se dédommager de cette empreinte-là. Donc, de se débarrasser de notre culpabilité en achetant des crédits carbone. Cette espèce de compagnie-là, elle agit comme un middleman. C'est comme un courtier entre moi puis l'affaire que j'achète pour avoir bonne conscience. Je pense pas que c'est quelque chose de nouveau, là. Non, ben, surtout à l'échelle, comme mettons, d'une entreprise, les crédits carbone, ça va être obligatoire dans certaines juridictions pour des compagnies qui vont vouloir atteindre la neutralité carbone. C'est ça. C'est la première fois que je m'intéressais à ça comme de façon plus obsessive, mettons. On nous vend ça comme quelque chose qui nous permet d'équilibrer notre impact négatif sur l'environnement, le monde. Fait qu'on va acheter des crédits carbone par l'intermédiaire, par exemple, de Forever Green. Puis eux nous disent que ces crédits carbone-là soutiennent des projets environnementaux qui sont vérifiés et qui réduisent, éliminent et préviennent activement les émissions de CO2. Tout ce phénomène-là, ça s'appelle la compensation carbone, finalement. Par exemple, moi, je suis une entreprise au Québec, puis je décide de modifier mon système de chauffage pour sauver de l'énergie. Donc, utiliser moins d'électricité, ce qui va faire que je vais générer des crédits carbone et ces crédits-là, je peux les vendre sur un marché secondaire puis ils peuvent être achetés par une autre entreprise qui, au contraire, n'a pas modifié son système de chauffage et donc génère beaucoup de pollution. Et dans ces marchés-là, les crédits sont vraiment traités comme des commodités ou des actions puis leur prix va fluctuer en fonction de l'offre et la demande. Moi, ça me fait penser, puis ça, je suis sûre que je suis pas la première à faire ce parallèle-là, mais à ce qu'on appelait le commerce des indulgences au sein de l'Église catholique. T'en as entendu parler? Oui. Fait que c'est ça, on encourait un péché, puis là, on achetait des indulgences pour se faire pardonner. Fait que là, je lis Wikipédia, l'affaire du commerce des indulgences fut le déclencheur notamment de la réforme protestante. Ouais. À une époque où il y a eu le développement de l'imprimerie, puis là, les gens pouvaient lire directement la Bible et critiquer certaines de ces interprétations qui leur étaient proposées. Donc, on dit que le commerce des indulgences s'est développé à la fin du 15e siècle. Notamment, ils disent les bandes de mercenaires massacrent les plus faibles, donc ils tuent plein de monde. Et là, ensuite, ils achètent leur entrée au paradis à travers les indulgences. Donc, ils payaient littéralement comme des crédits carbone. Ce qui est intéressant, c'est que cette opération-là fait affaire avec des nombreux middlemen. Donc, moi, si j'achète un crédit carbone à Forever Green, là, sur l'application des petits garçons, ben eux autres, ils vont acheter leur crédit carbone à un autre middleman. J'ai d'ailleurs souvent l'impression que l'économie des applications, c'est une économie de middlemen. Ça produit rien en soi, mais ça agit plutôt comme soit un locataire, donc on va louer un espace, où on va payer un loyer ou payer une taxe pour avoir accès à des services. Donc, nous, on achète un crédit carbone à Forever Green qui, lui, achète à une autre entreprise, qui, lui, achète à une autre entreprise et ainsi de suite. Puis, à chaque fois qu'on passe un middleman, ben le middleman fait une cote. Et là, dans les middlemen qui sont utilisés par les 3 petits garçons de Forever Green, il y a le Québec Sustainable Community Project. T'en as-tu déjà entendu parler? Non. Moi non plus. En faisant des recherches, ce projet-là appartient à une entreprise québécoise située à Belleuil qui s'appelle Solution Will. Une affaire weird qui vend des crédits carbone sous la forme de NFT en ligne et qui est une compagnie privée. Sérieusement, c'était vraiment difficile là, quand je suis rendue à ce niveau-là de fouille, de juste comprendre qu'est-ce que je lisais. J'ai voulu savoir c'était quoi particulièrement le Québec Sustainable Community Project, puis je suis tombée sur un paragraphe. Vraiment, c'était du verbiage à la ChatGPT. Le projet de collectivité durable du Québec est une initiative globale visant à améliorer l'efficacité énergétique et le réacheminement des déchets solides dans diverses installations de la province de Québec.
En s'appuyant sur un système consolidé de suivi des données basé sur les technologies de l'information et de la communication, ce projet permet de suivre et de quantifier efficacement les réductions d'émissions, en s'alignant sur les meilleures pratiques en matière de développement durable. Donc, qu'est-ce qu'une collectivité durable? Est-ce que c'est le développement durable mimifié, remixé? Que veut dire améliorer le réacheminement des déchets solides? Les réacheminer où exactement? Puis si on améliore le réacheminement, ça veut-tu juste dire qu'on rend plus rapide leur expulsion dans un lac? Genre, ça pourrait vouloir dire ça. On dit qu'on s'appuie sur un système consolidé de suivi des bases de données. On est dans l'univers des données, mais ça nous dit rien, tu sais, on sait pas. Technologie de l'information et communication. Est-ce que vous voulez dire que vous utilisez le courriel pour vous parler? Tu sais, c'est fucking vague. C'est vraiment un bon exemple, je trouve, de texte corporatif qui est produit, généré justement par l'intelligence artificielle ChatGPT. Puis sur le site, on dit même, après ça, j'ai sorti des rapports, tout ça, tu sais, pour parler de l'impact de ce projet-là, OK? Ça nous dit, puis là, c'est resté en anglais, « The project aim to group up to 10,000 client facilities », donc regrouper 10 000 clients qui feraient partie de cette communauté sustainable, là. Puis d'achever potentiellement des réductions de 22 852 000 tonnes de CO2 entre 2010 et 2020. Fait que c'est comme, ça c'est ton but potentiel, mais on est en 2025, 5 ans plus tard. Comme, pourquoi tu me dis que ton but c'est potentiellement d'avoir fait ça d'ici 2020? Cette potentialité-là, elle a fini il y a 5 ans, fait que c'est juste dodgy, genre. Il doit tellement avoir de fraude. Parce qu'au final, le crédit carbone que t'achètes, comment vraiment vérifier son impact sur l'environnement? Puis justement, je suis tombée sur un article récent qui a été publié en janvier 2025 par Cohn & Colapinto, qui est un cabinet d'avocats international spécialisé dans la lutte contre la corruption et le droit des lanceurs d'alerte. Puis, il y avait tout un papier qui était destiné justement aux fraudes liées aux compensations carbone. Et là, ils nous disent que il y a plusieurs entreprises qui vont décider d'acheter, comme on dit, des crédits carbone parce que c'est quelque chose qui coûte moins cher que finalement réformer tout leur modèle d'entreprise pour être vraiment durable, pour vraiment être meilleur pour l'environnement. Puis qu'il y a aussi, il y a de nombreux scams qui exploitent la demande accrue de solutions climatiques de ce type et qui proposent, par exemple, justement, des crédits carbone qui représentent pas de réelle réduction d'émissions ou qui surestiment leur impact environnementaux. Essentiellement, les compensations carbone, c'est un mécanisme qui permet aux personnes, aux organisations et surtout aux entreprises, comme tu as dit, de se considérer comme neutre au niveau du carbone, mais ça leur permet aussi d'escroquer le marché du carbone pour améliorer leur score environnemental et d'attirer aussi des investisseurs qui sont soucieux de leur empreinte environnementale. Donc, c'est vraiment du greenwashing. L'entreprise des 3 garçons faisait affaire aussi avec un truc de plantation d'arbres, puis ça, c'est quelque chose qui a été quand même remis en question, notamment par Greenpeace, là, mais ils disent, tu sais, la reforestation, oui, mais quand on parle de ça pour les crédits carbone, ben c'est quand même un peu ambigu parce qu'il y a un vraiment gros décalage temporel entre le moment où la pollution est relâchée dans l'atmosphère puis le temps nécessaire que ça prend pour que ton arbre puisse la compenser. Puis c'est aussi une question genre de variété, tu sais, quand on plante des nouveaux arbres, oui, ok, mais dans une vraie biodiversité, il y a plusieurs essences d'arbres. Et des fois, les projets de plantation d'arbres, il y a des risques importants d'appauvrissement, par exemple, de la biodiversité. Fait que c'est pas nécessairement bon pour la planète. Bref, ça, c'est ça, mon deep dive, là, mon rabbit hole de moi basé. Ouais. Si on veut voir comment la Gen Z, ou en tout cas, du moins ces 3 garçons-là, envisagent l'environnement, c'est intéressant de voir comment finalement ça devient un argument de vente plutôt qu'un but à réaliser, tu sais, réel. Ben, c'est le genre de théorie que Mark Carney, c'est sa spécialité, le potentiel futur premier ministre du Canada. C'est cette idée-là que pour lutter au changement climatique, faut trouver une façon de tourner ça profitable. Justement, le capitalisme vert ou genre... Ouais. Mark Carney, c'est littéralement sa spécialité. Ben, je savais pas, merci de me l'apprendre. Continuons d'être
à l'affût. C'était vraiment bon. Fumer du cannabis. Ouais. Toi, Mounir, tu voulais nous parler de quoi, donc? Je sais, là. Je sais pas. Moi, je voulais parler d'Osheaga, mais juste des festivals en général, parce que le line-up d'Osheaga est sorti, puis je pense que j'ai déjà parlé vaguement des festivals dans Café Snake, j'avais comme des flashbacks en faisant les notes de ce segment, je suis comme, j'en ai-tu déjà parlé? Mais je pense que j'en ai parlé vaguement à un moment donné. Je pense que les festivals de musique sont vraiment intéressants à étudier pour comprendre notre époque, les changements à travers les années, puis juste comprendre la pop culture. Je pense que ça passe vraiment beaucoup par les festivals de musique, parce que, tu sais, quand t'analyses, mettons, l'évolution des line-up d'Osheaga de 2015 à maintenant, dans les 10 dernières années, tu peux comme quand même tracer des tendances claires, tu sais. Premièrement, genre justement pour parler spécifiquement d'Osheaga, je pense qu'ils sont devant un nouveau Golden Age. Moi, je pense que les plus belles années d'Osheaga sont devant eux. C'est peut-être je lisais dans les comments en dessous de la publication de la programmation, tout le monde était comme « Ah, this is a bad line-up, this is a bad line-up ». Moi, je pense vraiment pas, là. Je pense que c'est un bon line-up qui est en phase avec toutes les autres line-up, que ce soit de Coachella ou Lollapalooza. Tu sais, Olivia Rodrigo, elle fait des festivals cette année, peut-être elle va sortir un album, mais elle fait pas de tournée définitivement, donc elle fait non seulement Osheaga, mais elle fait Coachella, elle fait Lollapalooza, elle va toutes les faire, fait que c'est même pas comme unique à Montréal. Tu sais, au début quand j'ai vu Olivia Rodrigo, j'étais comme oh my god, gros pool à Montréal, on a... Mais moi, ce que j'ai remarqué après, je sais pas si tu vas en parler, c'est le fait que les gens disent ben y a pas beaucoup d'artistes justement québécois montréalais. Oui, c'est ça. Je vais en parler un peu, mais je pense que ce Golden Age que j'appelle d'Osheaga a commencé, si je l'identifiais pour moi, puis ça c'est vraiment encore une fois des observations subjectives, là. Mais quand Billie Eilish a headline il y a 2 ans, j'avais rarement vu autant de contenu viral produit d'une performance à Osheaga. Puis Billie Eilish, je pense qu'elle fait pas souvent des festivals en tant que tel. Fait que le fait qu'elle ait fait ce show-là, il y avait eu un moment avec un rappeur qui était venu la rejoindre sur scène, c'était très viral, puis tout ce que je voyais dans les commentaires, des milliers de commentaires sur les posts, Where is this? What is Osheaga? C'était comme le Who This Moment. C'est une idée de Drake qui dit le meilleur moment de la carrière d'un rappeur ou d'un artiste, c'est quand les gens demandent c'est qui que j'entends. Fait que quand une chanson joue, c'est comme c'est qui ça? Ça c'est comme le moment où est-ce que tu sais que t'es dans une espèce d'effervescence. Fait que là, quand tout le monde voulait savoir c'est quoi cet endroit, c'est quoi ce Osheaga. Donc cette année, les headliners, c'est Olivia Rodrigo, Tyler, the Creator et The Killers. Je pense que cette combinaison d'headliners est bonne pour le festival, mais c'est plus par les autres artistes invités que je trouve intéressant de constater. Puis je vais partir d'une expérience personnelle. Moi, je suis allé une seule fois à Osheaga, c'était à Osheaga en 2016, je suis allé le samedi. Puis j'ai choisi le samedi très spécifiquement parce que ce jour-là, j'ai pu voir des rappers toute la journée. J'aime pas Logic, mais ça a commencé avec un show de Logic, après c'était un show de Post Malone, après c'était un show de Jazz Cartier, puis après c'était un show de Future en même temps que Lana Del Rey. Genre, j'ai pu regarder du rap toute la journée. Pouvez-vous croire qu'il a manqué Lana Del Rey? Puis en plus, c'est ça j'ai écrit dans mes notes. Moi, jeune 19 ans, au prime du trap américain, n'avait même pas en tête une seconde. Genre, je viens d'apprendre live que c'était un show de Lana qu'il y avait en même temps. Le show de Future était tellement mauvais, il y avait tellement de gens, ça, c'était même pas un bon show. Genre, le meilleur show de la journée, c'était Jazz Cartier, qui est un artiste de Toronto, mais anyway, Jazz Cartier a fait love depuis, c'est triste. Il aurait pu avoir une grande carrière, mais Drake, là, comme... C'est tout le temps Drake. Drake peut pas avoir de plus gros artistes que lui à Toronto. C'est ça, à travers les artistes que Osheaga book, on peut retrouver tous les autres artistes qui sont dans les grands festivals cette année. Gracie Abrams, Artemas, Shabuzi, sont pas mal sur toutes les line-up de tous les festivals. Fait que je pense qu'il y a comme une espèce de ordre qui s'installe de c'est quoi les gros festivals en Amérique du Nord. Je pourrais les nommer là, il y a comme mettons justement Coachella, Lollapalooza, Govball à New York, Osheaga à Montréal, puis il y aurait peut-être comme Camp Flognog qui est comme le festival I Tyler, the Creator. À part ça, genre dans le grand circuit de festival season, je pense que Osheaga maintenant comme a sa place là, puis c'est ça que je trouve quand même intéressant parce que Montréal a plein, pour utiliser un terme de tech, a plein d'affordances que les autres villes ont pas. Puis je pense que c'est ça qui a contribué dans les 2 dernières années que c'est devenu vraiment plus populaire. Il y a de un, le fait que c'est la ville la moins chère de toutes ces villes-là à visiter, si tu compares avec la vallée du désert en Californie, Chicago ou New York. Je pense qu'un des bémols de Osheaga, c'est vraiment le site où est-ce qu'il y a le festival, mais c'est en même temps une de ses forces, parce que sur l'île Sainte-Hélène, Parc Jean-Drapeau, il y a pas beaucoup de place, mais c'est vraiment spécial, comme être sur le bord de l'eau, ou avoir la vue sur la skyline de Montréal, pendant que t'as un festival de musique. Osheaga, depuis quelques années, essaie de devenir the moment pour
les girly pop, comme diraient les candidats d'Occupation Double. Comment je définis ça, c'est qu'ils veulent être un moment culturel pour les fans de pop, mais surtout de pop féminine. Puis, c'est ça une girly pop? Ben, pour moi, là, mais genre, ça veut rien dire. Y a pas de définition scientifique, là. Je pense qu'ils sont sur la bonne trajectoire, en plus. C'est ça l'affaire. Avant, l'argument pour Osheaga, c'est que c'était moins cher que les autres festivals. Là, cette année, le billet pour les 3 jours était à 415$, qu'est-ce qui est toujours moins cher que Coachella puis Lollapalooza. Mais surtout avec la devise canadienne qui est vraiment moins... Tu sais, pour un Américain qui regarde aller à Coachella, surtout avec notre dollar en ce moment, tu sais, comme c'est beaucoup plus intéressant que aller. Moi, j'ai vu qu'il y avait une hausse du coût du billet, mais que ça se reflétait pas chez les employés de Osheaga qui n'avaient pas nécessairement de hausse de salaire. Ben oui, parce que Osheaga, eux, leurs employés, puis tous les gens, il y a plein de gens qui ont... Ben moi, j'ai des amis qui ont travaillé pour ça, mais parce que les compagnies qu'ils engagent pour faire, comme, mettons, le staff ou pour faire les activations, peu importe, c'est des agences qui t'engagent pour l'été. Tu vas faire Osheaga, tu vas faire le festival Juste pour rire, le festival de jazz. Fait que c'est comme des sous-traitants que, en fait, eux, Osheaga, les gens qui travaillent... Parce que, aussi, Osheaga, ça appartient au groupe CH, ça appartient à Evenco, ça appartient aux Canadiens de Montréal, en fait. C'est ça. OK. Tout à Montréal. 1 plus 1 égale 2. C'est ça, je pense que c'est un moment genre pour la pop féminine, puis ça s'inscrit en tangente claire avec à quel point la pop féminine a dominé l'année dernière, puis les dernières années, puis le recul du rap. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant avec Osheaga. On parle beaucoup qu'il n'y a pas d'artistes locaux, tu sais, j'ai vu sur le line-up que j'ai reconnu, il y a Rose, qui est un groupe qui a gagné meilleur album R&B à la disque l'année passée, j'aime leur album, mais sinon, il y a sûrement d'autres artistes québécois que j'ai pas reconnus sur le line-up. En fait, avant, les principaux artistes québécois qui étaient bookés à Osheaga, c'était soit Charlotte Cardin en headliner, ou c'était des rappers. Tu pouvais voir plusieurs rappeurs québécois à Osheaga. Tu sais, il y a 2 ans, je me rappelle quand je pense Raccoon était à Osheaga, je pense qu'il y avait des rappeurs de même, comme quand même, surtout underground ou pas tant connus, qui étaient bookés à Osheaga parce qu'ils passaient par les maisons de disques de rap du Québec. Mais là, vu que c'est plus ça, pour vrai, au milieu des années 2010, ils prenaient la transition du rap, tu sais. Ouais. Il y avait un headline, il y avait tout le temps, en 2016, c'est Kendrick Lamar qui a headline, en 2015, justement, il y avait Future en même temps que Lana Del Rey. Il y avait tout le temps une journée qui était dédiée au rap. Pas qu'il y avait juste du rap, mais que si toi t'étais un fan de rap, tu pouvais y aller puis juste écouter des shows de rap. Et qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, ils font écran ou ils nient un peu cette dimension culturelle-là du Québec, de Montréal? Je sais pas si c'est du Québec, de Montréal, c'est juste dans la pop culture mainstream, en général, le rap est plus là. Son état de grâce des années 2010, sa version mainstream est plus là. Puis maintenant, c'est nichifié, puis il est encore très populaire. Là. Il aurait pu créer une journée de rap où est-ce que ça va juste être des rappers qu'on dit underground, mais qui sont pas vraiment underground, qui sont très connus, que la journée commence avec... Too Hollis, après t'as Netspan, après t'as Awesome Awesome, ça finit avec Ken Carson, qui sont tous des rappers qui sont un peu dans comme le même son, la même tonalité, le même courant musical. C'est pas nécessairement mainstream. Les audiences qui aiment Olivia Rodrigo vont peut-être connaître une chanson de Ken Carson, vont en connaître aucune des autres, mais ces rappers-là ont des fanbases très dédiées de jeunes hommes, majoritairement, qui seraient allés au festival. Mais moi, je pense que Osheaga veut se rebrander avec comme plus gros partenaire, mettons, ça va être Garage qui va être là puis qui va faire des activations avec plein d'influenceurs. C'est vraiment comme un festival féminin maintenant à Osheaga. Puis c'est correct. C'est parce que mettons Doechii est booké dans Osheaga puis Tyler the Creator sont bookés à Osheaga. Ouais. C'est 2 rappeurs. Mais c'est quoi qui est intéressant avec ces 2 rappeurs-là, c'est que leur audience majoritaire, c'est des blancs. Puis c'est quelque chose qui est... Tu sais, moi j'adore Tyler the Creator. J'adore Doechii. Ben, vaguement. Je suis quand même un hater un peu de Doechii. J'adore Doechii vaguement. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il y a de quoi d'un peu manufacturé dans son succès, mais c'est correct, c'est vraiment un gros courant. En ce moment, les gens ils parlent de si Doechii c'est un industry plant. Mais tu sais, sa performance au Grammys était nice. C'est ça que j'ai. Son Tiny Desk aussi était nice. Whatever. C'est ça, mais ces 2 rappeurs-là, c'est des audiences qui sont pas les mêmes audiences que, mettons, justement, un Future qui vient d'Atlanta, qui fait du trap, qui, avant d'avoir une audience très caucasienne, parce que quand le rap est devenu mainstream, les audiences sont devenues très caucasiennes, mais avant ça, il y avait un core fanbase dans les clubs, dans les strip clubs à Atlanta. Est-ce qu'on pourrait pas penser alors que les gens qui ont un certain pouvoir exécutif à Osheaga, qui prennent des décisions, ça doit être pas mal des girly pop blanches? Tu sais, moi, ça fait depuis 2020 que j'ai dit que le rap est en train de fall off, puis tout le monde est comme non. Puis quand je dis tout le monde, c'est genre mon frère ou genre mon entourage.
Mais il y a clairement eu un déclin, puis l'année passée, puis là, cette année, on donne un show de rap au Super Bowl. Je trouve que Kendrick Lamar puis Drake, leur beef l'année passée, ça a vraiment été le chant du cygne du rap. Mais toi, tu dis ça, puis parallèlement, ensuite, si on parlait de qu'est-ce que ça génère comme engagement, les beefs, puis qu'après ça peut être génératif, même au niveau de la créativité, tu sais, d'être engagé dans une bataille. Puis il y a ça en ce moment, là, sur Internet, sur TikTok, où il y a la rappeuse Bad Baby, qui a 21 ans, qui est populaire depuis qu'elle a 14 ans parce qu'elle était dans un télé-réalité... Dr. Phil. Dr. Phil. Puis là, elle, ça fait un bout là, qu'elle est sur mon radar parce qu'elle avait été impliquée dans la communauté du maquillage, mais récemment, elle vient d'avoir un enfant et elle a eu un cancer. Puis là, Alabama Barker, qui est la fille de Travis Barker, qui est le mari d'une des Kardashians, hey, c'est compliqué, elle a, soi-disant, couché avec lui. Donc, Bad Baby et Alabama Barker sont dans une espèce de feud Internet. Donc, est-ce que c'est orchestré, instrumentalisé? Est-ce que c'est une mise en scène? Je sais pas. Mais ça génère énormément de buzz. Et là, Bad Baby, on dit qu'elle serait sortie de son retirement, donc sortie de sa retraite pour produire des chansons. Puis là, elle s'est mise à produire une chanson qui va sortir ce soir en entier, qu'on va mettre dans les Digi News. Mais qui fait parler, qui la... Mais c'est ce que moi, quand je dis... Fait que je pense que l'univers du rap battle... c'est ça, parce que moi, je dis pas que le rap, le hip-hop va jamais disparaître. Moi, quand je dis c'est les chants du cygne du rap comme étant le genre de musique le plus dominant au monde, parce que c'est ça qui est arrivé. Okay. Dans les 50 ans d'existence du hip-hop, ça a jamais été le genre musical le plus populaire aux États-Unis. C'est ça qui s'est passé en 2018. Fait que ça, c'est sans précédent. Ouais. Puis moi, personnellement, dans ces années-là, j'étais comme juste comme, OK, c'est le rap, c'est ça qui se passe maintenant, ça atteint, ça va être ça le genre de musique dominant, comme c'est trop bon. J'étais vraiment un fan, tu sais. Ouais. Puis là, même moi, je me retrouve à écouter plus de Jean Leloup que de Kendrick Lamar. Fait que, tu sais, comme même moi, ils m'ont perdu. Ben, c'est comme tu disais, c'est quoi que tu disais, là? Dans le fond, ça peut avoir un impact positif parce que... Ben, c'est ça, parce que le rap se renichifie, se re-undergroundise. Se revitalise, peut-être. C'est ça, puis il y a une nouvelle génération de fans qui aiment un nouveau genre de rap, qui, justement, dans un des Digimix, on a mis une chanson de Netspend, ou genre de Too Hollis, qui était à Montréal, au Club Soda, qui a rempli le Club Soda il y a 2-3 semaines. Tu sais, comme, pis c'était tous des jeunes, sûrement, d'école secondaire de Montréal, qui étaient à ce show-là, Too Hollis, tu sais. Fait que, oui, c'est bon, le hip-hop va jamais disparaître, mais moi, c'est juste cette observation-là que c'est le genre de musique dominant. Je trouve que, même dans les grands médias de rap aux États-Unis, on l'adresse pas vraiment encore, on n'est pas encore comme conscient de ça, genre. Pis moi, je trouve que le beef de Kendrick puis Drake, c'était vraiment... c'était la déchéance. Moi, j'ai pas aimé ça en tant que fan de rap. Je sais que c'est beaucoup... J'étais diverti sur le moment, là, mais même dans le premier épisode de Café Snake qu'on a fait, je pense que c'est le deuxième, en fait, qui s'appelle Certified Pignon. Tu sais, je le disais que je trouvais que c'était pas de bon augure pour le rap. Puis je pense que tous ces festivals qui ont sorti leur programmation, parce que c'est comme la saison un peu là, qui sortent leur programmation, ben on voit que le rap a de moins en moins une grande place. Chez Aga, il y a des rappers dans leur line-up, là. Il y a Big X de Plug, il y a justement Tyler, il y a Doechii, j'ai vu d'autres rappers, mais il y a pas comme une espèce de journée où est-ce que tu vas aller voir, mettons, Post Malone avant qu'il blow up, ou aller voir Jazz Cartier, qui est tellement un gros pool de random, tu sais, de quelqu'un qui connaît le rap au Canada pour booker Jazz Cartier, tu sais, que quand nous, c'est ça qu'on... Moi, en tout cas, c'est ce que j'écoutais au cégep, puis là, je suis comme, oh my god, il est à Oshéaga, tu sais. Il y a pas ce feeling-là, genre, je pense. Puis pour parler des festivals en général, tu sais, ils sont souvent qualifiés comme les Olympiques des influenceurs. C'est cristallisé dans les années 2010 avec une génération de Zoomers qui a grandi en suivant les Coachella Vlogs de leurs influenceurs. Puis même ça, il y a eu ça au Québec, là, tu sais. Puis pas juste avec des festivals américains, mais avec des festivals québécois. Avec les anciens candidats d'OD qui vont encore une fois tout être à Oshéaga, qui vont trouver une marque qui va leur donner 2 billets pour faire un story sponsored. Puis ça, vraiment, je pense que ça agit de deux façons. Ça fait le marketing pour le festival, puis ça fait le marketing pour l'influenceur qui est comme, voici, je suis dans le VIP à Oshéaga, je suis où est-ce que tous les gens cool sont. Mais tu sais, tu parlais d'affordance, là, tu sais, affordance, comme, c'est comme des dispositifs dans une application, par exemple, une plateforme qui vont encourager certains comportements ou qui vont permettre certains comportements. Mais tu sais, on pourrait parler d'affordance d'événements ou événementiel, puis je pense que cette
cette idée de Get Ready With Me ou encore de outfit, donc de présentation de ton fit pour l'événement, c'est du contenu qui est très codé, social. Ce que Coachella, Osheaga permet, c'est ça notamment, tu sais. Mm-hmm. C'est comme s'il y avait plusieurs formats contenus, genre de vidéos qu'on associait déjà à l'événement, tu sais. Mm-hmm. Parce que c'est un événement où on va s'habiller en dehors de l'ordinaire, où on va porter l'attention sur ses vêtements, où c'est bien vu, où c'est pas, on va pas se faire juger parce qu'on s'habille d'une certaine façon divergente, mettons. Mm-hmm. Puis c'est ça, puis je trouve, t'amènes ce point-là des outfits, puis ça, c'est de quoi que je trouve intéressant avec Osheaga, c'est que leur identité visuelle ou stylistique est très proche de Coachella. Si tu regardes les outfits, il n'y a pas une espèce de... Je trouve que le Osheaga fit ressemble au Coachella fit. Puis là, il faut que tu saches, if you know, you know, genre. Mais c'est très dreamy, genre... Et à moi, c'est toute la question de l'appropriation culturelle qui avait été mise de l'avant, notamment à travers les outfits, donc les vêtements des influenceuses ou qui arrivaient avec des plumes ou, tu sais, des références. Ah, Osheaga, ça? Ouais. Ça a fait vraiment beaucoup parler pendant un certain temps. Après ça, oui, là, il y a l'idée de dreamy, mais je pense aussi que ça a bien fonctionné en parallèle avec la fast fashion. Mm-hmm. Parce que la fast fashion te permet de te déguiser, d'adopter un style qui n'est pas nécessairement le tien dans la vie courante pour une journée. Puis ça, c'est comme... qu'est-ce que tu vas perdre pour ça, qu'est-ce que tu vas devoir débourser quand même assez minime. Fait que tu peux te permettre de t'acheter des vêtements qui sont extravagants, exubérants, que tu vas juste porter une fois, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, les premiers festivals qu'il y a vraiment, genre dans le temps de Woodstock, dans les années 60, les années 70, là, c'était vraiment la grosse culture des festivals de musique. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à avoir des images de ces endroits-là. Puis c'est ça qui a vraiment augmenté la place que les festivals prennent dans l'imaginaire des jeunes, de vouloir aller là-bas quand on a commencé à avoir des photos, des vidéos de Woodstock. Puis je pense que Coachella, c'est vraiment eux qui ont amené ça à un autre niveau, parce que depuis presque une dizaine d'années, Coachella, c'est streamé au complet. Il y a une grosse entente avec YouTube puis avec les labels de musique pour que les artistes qui vont faire des sets à Coachella, ils vont être filmés puis ils vont être diffusés en direct sur YouTube. Tout le monde peut suivre de partout dans le monde Coachella. Puis en fait, ça fait en sorte que Coachella, c'est tellement devenu un festival d'influenceurs ou de gens qui sont pas nécessairement là pour la musique, mais juste pour être là, qu'une artiste comme Ice Spice l'année passée, elle performait pour la caméra, tu sais. Ouais. C'était... Et c'est qu'il y a une caméra sur le stage, dans la mesure où c'est streamé puis représenté sur une autre plateforme. Puis là, ça devient la chasse à au meilleur contenu, à la meilleure image. Fait que son show, elle le donne à la caméra puis pas aux gens dans le public. Exact, c'est ça. Puis c'est un peu la même chose qu'avec le Super Bowl. Tu sais, quand on voit des images du Super Bowl, c'était pas nécessairement très intéressant dans le stade, mais c'est une performance qui est faite parce qu'elle va être majoritairement être consommée médiatiquement, tu sais, à la télévision, tu sais. Fait que ça a vraiment augmenté la popularité des festivals. Puis je pense que Coachella vient de signer une entente avec YouTube. Là, ça va être sur YouTube jusqu'en 2026 au moins. Fait que ça, c'est vraiment le edge que Coachella a sur tous les festivals. Mais je pense que Osheaga est dans la bonne lignée. Puis c'était comme... Mais est-ce que ça viendrait pas transformer justement notre rapport au spectacle ou à la performance de l'artiste musical si on est là juste pour être là, juste pour publier du contenu, puis l'artiste, quand elle fait son show, elle fait à la caméra. Exact. Mais tu vois, ça joue le jeu d'Osheaga, que je trouve que son branding, c'est pour les vrais music lovers qui veulent pas aller à Coachella puis qui veulent aller à Osheaga des States. Moi, je pense que vraiment, la plus grosse démo d'Osheaga bientôt, ça va pas être l'ouest de l'Ontario ou l'est de l'Ontario, ça va vraiment être les États-Unis. Je pense que c'est ça leur push. Ok, mais là, Osheaga, c'est eux qui stream ou c'est... Non, c'est Coachella. Ok, Coachella, ok. Mais c'est ça. Mais Osheaga se positionne comme étant, moi, c'est ça le branding que je vois sur TikTok, que nous, on est le festival pour les vrais music lovers qui sont dans une plus petite ville, qui vont quand même avoir accès aux mêmes grands artistes qu'à Coachella. Fait que t'as comme déterré un peu l'image de marque de Osheaga, puis comment elle se positionnait par rapport aux autres festivals en Amérique du Nord. Ouais, c'est ça. C'est ça le segment. Là, moi, j'ai fini mon segment. Bon, ben, merci, Mounet. J'aurais voulu être un artiste.
recommandations culturelles. Mais c'est pas vraiment... On a décidé de ce segment-là, ça va pas seulement être... Si on le fait, là, c'est pas un segment... On appelle ça les recommandations culturelles, mais on a décidé que ça allait juste être soit des recommandations, soit des choses qu'on a écoutées cette semaine. Puis là, Daphné, elle avait full d'idées passionnantes à nous partager sur Star Academy. Yes! Oui, c'est ça. Mounir m'a entraîné un peu dans le Star Academy Hall, mais on est vraiment pas rendu loin. On est à la fin de la C'est un peu première comme ça qu'on écoute nos émissions, souvent genre en retard sur tout le monde, fait qu'on sait déjà que telle personne va se faire éliminer, puis on n'est pas du tout rendu à l'élimination. Mais c'est ça, on a commencé à écouter Star Academy. Puis qu'est-ce que je trouvais intéressant hier, c'est que à la première évaluation où chaque personne fait genre une petite performance devant un juge. C'est-tu des gens en danger? C'est que les gars, ils sont en évaluation cette semaine. C'est une semaine gars, donc, une semaine fille. les gars sont en évaluation cette semaine, puis là, ils font une performance devant les coachs. Les profs. Les profs. Eh, mon Dieu, j'ai de la misère avec la terminologie de Star Academy, mais moi, j'ai jamais regardé ça pour vrai. Là. Fait que là, tous les profs vont y aller avec leurs commentaires critiques, puis qu'est-ce qui ressortait à tout coup? C'était vraiment l'idée que on insistait sur l'expérience humaine, donc la profondeur, le ressenti de l'interprète. Puis on allait même jusqu'à dire que certains jeunes interprètes n'avaient pas assez vécu pour chanter telle ou telle chanson. Par exemple, Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, comme si, je sais plus c'est qui disait ça, si c'était Garou ou quelque chose, qui disait à l'interprète, le jeune homme, et tu sais, c'est pas juste d'être en amour, c'est vraiment l'état de folie, d'irrationalité dans laquelle nous plonge l'amour. Peut-être que t'as encore jamais vécu ça. Mais je pense que c'est comme des paroles que je sais que je suis capable de filer en chantant. Oui, OK, un sentiment amoureux, quand t'as 13 ans, tu peux savoir ce que c'est, mais là, c'est de la folie amoureuse. Dans ma tête, là, il est comme pas aller plus loin que juste Pour que tu m'aimes encore, c'est une chanson d'amour. C'est plus que ça, cette chanson. Parce que là, tout ce que je vois, c'est un meuble bien verni. Mais c'est quoi le bois qui est en dessous? J'ai pas eu d'émotion. S'il y avait un peu plus, justement, de profondeur, il est vraiment sur le premier degré du texte, comme il le disait. C'est ça. Il l'a proposé comme ça au début, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Il manque de profondeur. C'est ça que je trouve. Il y a une porte qui ouvre pas encore. Il y a une porte qui ouvre pas, puis je pense qu'il y a comme... Puis c'est ça, fait qu'il y avait tellement... C'est juste ça qui revenait à chaque gars. Ça revenait tellement, c'était tellement important que je me suis dit qu'il y a toute une rhétorique des émotions, puis du corps, puis de l'expérience vécue qui est tellement présente que je trouvais que ça intéressant que ça soit ça. Peut-être que c'est tout le temps ça, mais à l'ère des voix synthétiques, de l'intelligence artificielle, de l'autotune même, puis de la musique générée par l'IA, puis je me suis dit, est-ce que c'est pas genre le reflet d'une certaine anxiété de la part d'interprètes, une résistance face au discours de l'IA qui dit qu'on va remplacer tous les artistes, et en disant non, en fait, notre valeur à nous, puis qu'est-ce qui est vraiment important, c'est pas d'avoir la bonne note nécessairement ou de chanter juste, c'est vraiment d'incarner la chanson, de la sentir avec son corps, puis de l'avoir même vécue. Mm-hmm. Puis c'est fou parce que, tu sais, c'est une autre observation qu'on faisait en regardant le show, mais tu sais, c'est que Star Academy, c'est plein de jeunes. C'est la candidate la plus jeune, elle a 16 ans, puis peut-être que la plus vieille, elle doit avoir 24 ans. C'est ce bassin d'âge-là. Au lieu de prendre l'opportunité d'avoir des jeunes participants, puis de mettre de l'avant leur culture de jeunes pour attirer peut-être un jeune public, c'est vraiment une espèce de reproduction de la culture des boomers. On va tout le temps, tu sais, tu parles des chansons, mais c'était des chansons imposées de Diane Dufresne, de Céline Dion, de peu importe, Marc Dupré, ou genre... Puis c'était tout le temps, tu sais, comme là, le thème, c'était les légendes, puis on allait faire des chansons des Rolling Stones, puis là, quand le variété commence, l'animateur est comme, là, on va vous ramener dans le territoire des souvenirs, tu sais. Fait que c'est comme, ce show s'adresse juste à des baby boomers, tu sais. Ben, c'est ça, c'est intéressant, puis là, on est un podcast de métadiscours, mais je trouvais ça intéressant parce que ce show, en fait, a la possibilité de mettre en valeur notre patrimoine de chansons, donc notre patrimoine culturel, et aussi de payer les artistes qui sont invités au show puis leur fournir un certain revenu. Mais là, ça devient intéressant quand on se dit, ben qu'est-ce qui, selon eux, fait partie de notre patrimoine culturel et qu'est-ce qui ne fait pas partie. T'sais, quelles chansons sont admises et quelles autres chansons on décide juste de ne pas mentionner, de ne pas chanter. Comme on sait, nous, on a travaillé un peu en télé, on a entendu des praticiens, tout ça. Les spectateurs de la télévision au Québec, tu sais, pas ceux qui streament les émissions, mais vraiment la télé, c'est 60 ans et plus. L'impression, puis ça, c'est intéressant parce que j'écoutais à fond la télé quand j'étais jeune. Ma grand-mère m'a élevée, semi-élevée, elle habitait en haut de chez moi, puis c'était quelqu'un qui avait une télé toujours ouverte.
Puis je passais des heures à regarder la télé avec ma grand-mère, TVA, toutes ces chaînes TQS. Puis je regardais des shows avec elle, variété. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que 20 ans plus tard, alors que je regarde ça avec Mounir, j'ai l'impression qu'on regarde toujours la même télé que je regardais quand j'étais avec ma grand-mère. Puis maintenant, ma grand-mère est morte, tu sais, je suis rendue une adulte, tu sais, c'est comme on est dans une autre ère, mais la télé n'a pas changé, puis les gens que je vois dans ma télé non plus. Fait que sur ça, on vous donne des nouvelles, on est là la semaine prochaine encore, ça va être un épisode disponible entièrement sur notre Patreon, donc patreon.com/Café Snake. Ouais, merci d'avoir écouté tout le monde, puis c'est ça, partagez. Le Café Snake Hype Train continue, hein. Nous, on grossit, on devient la plus grosse podcast au Québec. La musique d'intro et d'outro est une création de Azlo, A-Z-L-O, et on a décidé de mettre les sources sonores musicales de notre Digimix dès maintenant. En fait, c'est vraiment une sélection du zeitgeist sonore de la semaine qu'on vous offre à toutes les semaines. Exact. Merci, à la semaine prochaine. Bye.